toutes et à tous, bienvenue dans Questions Politiques. Un troisième Premier ministre en moins d'un an, encore plus proche d'Emmanuel Macron, peut-il réussir là où les deux précédents ont échoué ? Sébastien Lecornu a été nommé mardi, mercredi passation de pouvoir. Il promet des ruptures sur le fond et sur la forme. Et hier, ce chef d'un gouvernement pas encore constitué fait des annonces. Les 2 jours fériés, travaillés, mesures enterrées. Une piste d'économie qui aura irrité peut-être autant que les 80 km/h à l'époque des Gilets jaunes. Alors conserver le soutien à droite tout en tendant la main à gauche, ce nouvel en même temps est-il réaliste ? Avec une cote de popularité très faible, à quelques jours d'une nouvelle mobilisation sociale, mais aussi sous les yeux des marchés financiers, on peut bien appeler ça une ligne de crête. Quelle sera la position du Rassemblement national ? Quant à LFI, la ligne reste le dégagisme du Premier ministre, mais surtout du chef de l'État. Oui, pour écrire quel scénario pour les Français ? On en parle avec la députée LFI du Val-de-Marne et vice-présidente de l'Assemblée nationale, Clémence Guettet, dans Questions Politiques, en direct et jusqu'à 13h. France Inter. Questions Politiques. Alexandra Ben Saïd. Bonjour et bienvenue Clémence Guettet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À mes côtés pour vous interviewer, je les salue, Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise. Bonjour et bonjour à toutes et tous. Avec vous tout à l'heure, on mettra en lumière une des grandes questions qui sera dans le débat de la présidentielle ce matin. Les institutions, parce qu'au fond, on ne reconnaît plus trop notre 5e République qui était décrite comme verticale et qui devient peut-être parlementaire. Donc faut-il dans ces conditions faire basculer le régime et comment ? C'est la grande question. Ça sera la grande question France 2027 de Françoise Fressos. Alix Bouillaguet de France Télévisions est aussi en plateau. Bonjour Alix. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Grâce à vos questions, on va en apprendre plus sur la femme politique Clémence Guettet. Oui, une ascension éclair au sein des Insoumis commencée à 19 ans, ce qui installe aujourd'hui Clémence Guettet en potentielle dauphine de Jean-Luc Mélenchon. Clémence Guettet, on va d'abord commencer par le panorama de l'actualité. Sébastien Lecornu s'est installé mercredi à Matignon. Il a donc fait de premières annonces. Un réseau de soins, ça c'était son premier déplacement hier, à moins d'une demi-heure de chaque citoyen. Et puis la grande annonce, c'était la suppression dans le budget 2026 des 2 jours fériés travaillés. Alors voilà des premiers pas. Vous en pensez quoi, vous, Clémence Guettet ? Est-ce que c'est de la rupture ? Alors non, on ne peut pas qualifier la nomination de M. Lecornu de rupture politique. C'est la continuité évidente de la Macronie en réalité. D'ailleurs, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a reconnu unanimement. C'est vraiment un premier soutien de Macron, désormais parmi les derniers soutiens de Macron. Et il est là pour mener une politique macroniste. Je dis d'abord quelques mots du personnage politique qui a été choisi. Parce que outre le fait d'être l'oreille du président, on le décrit comme un très proche. C'est aussi un ministre, ancien ministre des Outre-mer qui a mené une politique de répression. Je pense notamment aux Antilles, mais à ses déclarations sur Mayotte ou sur la Guyane. C'est aussi le ministre des Armées depuis quelques années déjà. Et nous disons que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard au moment où Macron signe les 5% de PIB consacrés à l'armement et aux dépenses militaires, de choisir le ministre des Armées pour un nouveau budget. Budget de guerre sociale. Clémence Guettet, on va y venir, on a une partie internationale. Je vous parle des annonces, vous m'avez interrogé. Oui, absolument. Moi, je vous demande si, par exemple, les 2 jours fériés travaillés abandonnés, bon ben voilà, c'est un symbole, c'est une main tendue. Vous nous direz à quels électeurs, mais vous en pensez quoi ? De toute façon, les Français n'en voulaient pas, ils abandonnent. Les Français n'en voulaient pas, aucune des oppositions n'en voulait. Et par ailleurs, même les macronistes, on n'était pas tous unanimes sur la question. C'était une mesure surprise, la surprise du chef, M. Bayrou, juste avant qu'il s'en aille. En réalité, tout le monde savait que c'était un totem politique qui était là pour qu'on se concentre là-dessus, au détriment du reste. Parce que dans le reste du budget, il y avait aussi de nombreuses mesures scandaleuses. La première d'entre elles, je dirais que c'est l'année blanche. Là, il nous fait des grandes déclarations sur le pouvoir d'achat des Français qui a été trop négligé. Nous verrons bien s'il le reprend dans le budget. Mais l'idée, c'était une année blanche pour gagner quelques milliards, véritablement sur le pouvoir d'achat des Français, puisque c'est les pensions de retraite qui ne sont pas indexées, les allocations, par exemple la AH, les salaires. Donc ça fait perdre de l'argent à tout le monde. Il y a le déremboursement de certains médicaments, notamment pour des maladies longue durée. Oui. Bref, il reste un tas de mesures dans ce projet de budget. A priori, elles n'ont pas été citées par M. Lecornu, donc elles y seront toujours, auxquelles nous serons largement opposés. Alors, il démarre les discussions, et alors justement, on va parler des mesures plus précisément, mais le Premier ministre dit vouloir une discussion parlementaire, moderne, franche, de très bon niveau avec le PS, les écologistes, le Parti communiste, ce qu'il appelle la gauche républicaine qui, à ses yeux, doit
doit s'émanciper de la France insoumise qui s'exclut elle-même de la discussion. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous n'avez pas du tout envie de discuter? Est-ce que pour vous, avec le gouvernement de Sébastien Lecornu, c'est le rapport de force et puis c'est tout? Bon, d'abord, j'ai lu comme vous cette interview donnée à la presse régionale du nouveau Premier ministre, dans lequel il y a quand même énormément d'éléments de langage qui ne veulent rien dire en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire une discussion moderne et franche? Tout et n'importe quoi, on ne sait pas. Donc voilà, ça c'est la première chose quand même, c'est ce type de grande déclaration qui n'engage à rien. Donc il va pouvoir discuter. Nous avons déjà dit que nous n'irons pas à un rendez-vous avec Monsieur Lecornu parce que nous savons quel projet de budget il va être présenté. Nous ne savons pas dans quelle mesure l'austérité se déploiera, combien de milliards, mais nous savons que ce sera un budget austéritaire. Donc nous y sommes opposés. Nous avons déjà dit, nous donnons rendez-vous au Premier ministre quand il aura formé son gouvernement, dont pour l'instant nous ne savons rien, mais dont nous pressentons que peut-être il va recycler quelques fidèles de la Macronie qui étaient déjà en poste auparavant. Nous avons déjà dit, le rendez-vous, c'est le vote de confiance. Demander la confiance de l'Assemblée nationale. Monsieur Bayrou, on peut lui reconnaître un mérite à Monsieur Bayrou, c'est d'avoir demandé la confiance. Ensuite, il est parti, il en a pris acte. En Macronie, ça se faisait plus depuis 5 ans. Mais est-ce que je vous ai bien compris, Clémence Guettet, donc il va demander pas de discussion. Il ne la demandera pas, la confiance. Mais pas de discussion. Donc nous allons déposer une motion de censure et nous n'irons pas discuter avec Monsieur Lecornu. Mais je vais vous dire une chose, pas par sectarisme de notre part, mais parce que tout ça est en fait scandaleux. Je veux dire, c'est le 3e Premier ministre illégitime que nomme M. Macron. En 2024, il y a eu un fait majeur, c'était la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça compte les élections dans notre pays, ça compte les campagnes. Et c'est le nouveau Front populaire qui était arrivé en tête. Donc M. Barnier est tombé parce qu'il était illégitime. Il a fait 3 mois. M. Bayrou a duré un petit peu plus avec des manigances et des magouilles, notamment le fameux conclave sur les retraites qui a permis de berner le Parti socialiste à ce moment-là. Il a duré un peu plus, mais il est tombé. M. Lecornu va tomber. Et ce que je déplore, madame, c'est que en réalité, M. Macron nous fait perdre un temps fou. Et pour les Français, et pour faire face au changement climatique et à toutes les urgences qu'on devrait affronter aujourd'hui. Parlons de nos urgences. Là, vous dites c'est une mascarade, il n'y a pas de discussion, ça sera un budget d'austérité. Oui. Je lis ce matin que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, dit que François Bayrou était fixé sur 44 milliards, elle dit ça pourrait être 35. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que les socialistes sont en train de monnayer leur non-censure et ils mettent un prix qui pourrait être pas de 49,3, la réforme des retraites et la taxe sur les ultra-riches. Est-ce que pour vous, même la taxe Zuckman, c'est un mauvais compromis, voire de la compromission ? Alors, je ne ferai pas de prédiction, mais je vais quand même me risquer à une chose, c'est que les socialistes sont en train de se vendre pour pas cher du tout. Parce qu'il y aura un 49.3 sur ce budget, parce qu'il ne trouvera pas de majorité, parce que les socialistes ou les républicains, dont aujourd'hui M. Lecornu essaie de négocier la non-censure, c'est ça son objectif. Il s'en fiche que les oppositions ne votent pas le budget. Je vais vous dire, je suis parlementaire depuis 3 ans, je n'ai jamais voté un budget. On a eu 28 49.3. Donc il passera par 49.3, donc ça c'est la première demande des socialistes qui ne sera pas respectée. Il n'y aura pas de taxe Zuckman, il y aura peut-être une version amoindrie sur les patrimoines des ultra-riches, mais ce ne sera pas la taxe Zuckman. Il y a déjà trop de voix dans la Macronie et chez LR qui disent qu'ils n'en veulent pas, et il n'y aura pas d'abrogation de la réforme des retraites. Donc ça regarde le Parti socialiste. Il n'y a pas des curseurs entre l'abrogation, la suspension, la taxe Zuckman, le niveau. Il n'y a pas des curseurs qui se discutent politiquement pour sortir d'une impasse ? Ah ben il y a des curseurs en effet, mais je veux dire, la taxation sur les hauts revenus, la pression populaire est telle depuis 8 ans face à cette captation des richesses par une infime minorité sous la Macronie. La pression populaire est telle que même les macronistes ont commencé environ depuis 1 an à dire peut-être qu'en effet, il faudrait aller dans cette direction. Mais il ne faut pas aller dans cette direction. Il faut y aller très franchement. Parce que là, on prend du retard et ils accumulent de la richesse. Je veux dire, vous avez vu cette interview du patron du MEDEF, Patrick Martin, qui dit que c'est une forme de spoliation et qui dit ce matin, c'est dans le Parisien, que si on alourdit les impôts des entreprises, il y aura une grande mobilisation patronale. Oui, alors on ne les avait pas vus venir, ces manifestants du mois de septembre. Il y en a d'autres qui étaient plus attendus, ceux du 10 et ceux du 18 auxquels on donne rendez-vous. Heureusement, il y a des grands patrons dans ce pays qui ne disent pas exactement ça et qui ont conscience que quand on demande des impôts, quand on demande ça, c'est pour participer à l'effort national et pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu de partage des richesses, un petit peu de justice fiscale dans ce pays. Et il y a des grands patrons et des plus petits patrons d'ailleurs, encore plus nombreux, qui voient bien le déséquilibre qui s'est creusé et qui s'est accentué. Donc d'abord, je veux dire que le président du MEDEF n'est pas représentatif de l'ensemble du monde économique et heureusement. Ensuite, sur ce que le MEDEF fait,
D'habitude, ils font des négociations de couloir, des négociations de coulisses avec le pouvoir. C'est comme ça qu'ils ont obtenu auprès de M. Macron toutes ces faveurs en faveur du grand patronat et des multinationales. Aujourd'hui, ils le disent un peu plus franchement. Ça mérite d'être dans le débat public et de pouvoir être discuté. Et nous leur disons qu'évidemment, si toutes ces réformes qu'a faites M. Macron, je pense à l'ISF, mais je pense aussi à la flat tax, tout ça nous coûte 60 milliards par an. M. Bayrou, qui était donc le plus ambitieux dans l'austérité, en cherchait 44. Voilà, la situation est relativement claire et je veux dire qu'elle est claire pour les Français. Ils se rendent bien compte de la spoliation là qui a été encouragée par des choix politiques très clairs. Alors, politique, question d'Alix Bouillaguet. Clémence Guettet, vous dites que le PS se vend pour pas cher, mais bon, si on regarde, il y a déjà un petit bilan. Les 2 jours fériés, c'est à la trappe. Imaginons un budget. C'est pas le PS, ça, vous êtes d'accord? Imaginons, c'est un signal. Non, c'est pas le PS. Imaginez un budget à 30 milliards. Hein. Il y a le bon pied parle de 35, peut-être ça peut atterrir à 30. Une taxation des ultra-riches, pas la taxe Zuckman, mais un entre-deux. Par exemple, des gros efforts faits sur la pénibilité, sur les retraites. Vous dites, c'est tout ou rien, ou vous dites, bon, c'est quand même des petits pas? Mais tout ce que vous dites là, Madame Bouillaguet, ce sont vos assumptions, mais pour l'instant, nous n'en avons aucune idée. Non, mais je veux dire, le budget, le cornu, on sait très bien ce qui va être sur la table. Et on sait que peut-être que vous le savez, mais moi, comme parlementaire, je n'ai pas encore le budget. Et Monsieur Lecornu disait hier, dans sa grande interview à la presse régionale, qu'il n'avait pas encore fait le budget. Non, mais vous dites pas, là, il y a des petites choses intéressantes. Non, il y a des... Comment dire? Il y a des perches tendues, parce que le pouvoir prend un petit peu conscience de la colère dans ce pays. Mais ce que déclare Madame Braun-Pivet, ça n'a aucune valeur par rapport à ce que fera Monsieur Lecornu dans son budget. Ce que veulent les socialistes, c'est des incantations, tout ça. Donc moi, j'attends d'avoir le budget, mais non, mais ce que je vous par dis... exemple, si on atterrit autour de ça, vous dites, bah tiens, après tout, c'est pas mal. Mais nous, on a fait une proposition de contre-budget, comme d'autres forces politiques, vous le savez. Et c'est d'une autre ambition de rupture, parce qu'en fait, on a réellement besoin d'investissement dans ce pays. Je veux dire, ce dogme des 3% de déficit, ce ton alarmiste qu'a pris M. Bayrou dans sa tournée médiatique pour faire peur à tout le pays, c'est une mauvaise façon de prendre les choses. Il faut, mais bien sûr qu'il y a une dette, madame. Mais je vais vous dire, je suis pour le 0% de pauvreté dans notre pays. Je ne pense pas que le 3% de déficit soit un dogme absolu, que les Français doivent se vider les poches pour ça. Et je vais vous dire une autre chose. Il faut partir économiquement de l'inverse de ce que fait M. Macron, c'est-à-dire des besoins des gens. Attendez, je termine juste là-dessus. Alors, il y a des milliards et il y a des dépenses qui sont utiles. Il y a des milliards, j'irai même plus loin, qui sauvent des vies. Quand les associations de lutte contre les violences faites aux femmes demandent 3 milliards, je pense que ça peut sauver des vies et je suis parfaitement d'accord. Quand il faut 600 millions pour dépolluer les Antilles qui ont été polluées au chlordécone et qui génèrent des cancers à toute la population, je pense que c'est une priorité. Okay. Quand ils font 1 milliard pour lutter contre l'illettrisme... Non, mais c'est important. Non. Madame Fressos, allons sur la réalité. Mais c'est la réalité dont je vous parle. En même temps. Pardon, mesdames. Ce sont les vies des gens dont je vous parle. Je comprends que vous ayez des aspirations extrêmement très bonnes, mais on part de la réalité. Vous n'avez pas la majorité aujourd'hui et nous sommes dans une assemblée où il n'y a pas de la majorité. Le sujet, c'est est-ce qu'on essaye d'améliorer un peu ou est-ce qu'on rompt? Vous faites la destitution d'Emmanuel Macron, il ne sera pas voté. Où aboutit votre stratégie? C'est là qu'on ne comprend pas. Est-ce que finalement les socialistes ne peuvent pas obtenir un peu plus que vous, alors que vous êtes quand même minoritaire LFI au Parlement aujourd'hui? J'entends votre question. Voilà. Ce que je voulais juste dire par ma démonstration, c'est que la politique austéritaire a des conséquences très concrètes. Et je suis d'accord avec vous sur le fait que nous devons parler du réel et du quotidien des Français. Vous dites, il vaut mieux peut-être quelques petits pas. Ce que je réponds à ça d'abord, c'est que c'est extrêmement hypothétique. Que en plus, nous, avec la motion de destitution, je pense que nous sommes arrivés à populariser ce mot d'ordre. D'abord parce qu'il correspond à une aspiration des Français. Sortez un nouveau sondage ce matin, 17% de popularité pour M. Macron. Enfin, je veux dire, c'est un score absolument catastrophique. Jean-Luc Mélenchon, 17e personne que les Français veulent voir à l'Élysée dans le dernier sondage ce matin. Il me semble que c'est dans la Tribune dimanche. Eh ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Et puis ça va continuer de monter. Première personnalité, Jordan Bardella. Seconde, Marine Le Pen. Non mais d'accord, madame. Mais moi, je vous parle d'un homme qui est au pouvoir aujourd'hui, qui exerce les responsabilités depuis 8 ans. Donc, son bilan, excusez-moi, mais on peut discuter de Jean-Luc Mélenchon si vous voulez. François Fressos, son bilan sur la destitution. Oui, j'essaye de répondre à toutes vos questions.
attention puisque vous m'avez interrompu pour donner les scores de popularité des personnalités politiques françaises. Ce que je vous dis, c'est que nous avons des campagnes à mener. Qu'en l'occurrence, nous avons un bilan de M. Macron et qu'il est très clair. Nous avons aujourd'hui 104 députés du Nouveau Front Populaire, insoumis, communistes, écologistes, qui veulent la destitution de M. Macron. C'est bien plus que quand nous avions déposé cette motion. Minoritaire. Non mais d'accord, mais c'est la majorité à gauche déjà. Et ensuite, madame. Pas, voilà ce qui peut être le plus utile à un moment de crise dans le pays, c'est peut-être de faire un compromis plutôt que d'aller dans une stratégie de rupture qui visiblement actuellement ne marche pas. Mais les macronistes n'ont jamais cherché à avoir de l'ambition autre que pour l'austérité dans leur budget. Alors, un exemple, la taxe Zuckman. Elle a été votée déjà à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est qu'elle a été enlevée par 49.3 dans le budget. Donc, si vous voulez, parfois, il existe des majorités pour aller dans le sens d'un peu plus de justice fiscale. Donc, voilà. Elle n'existe pas parce que le pouvoir illégitime a passé par 49.3 une censure de ce qu'avaient voté les parlementaires. Remettons juste un peu les choses dans l'ordre, s'il vous plaît, quand même. Il est illégitime, M. Bayrou. Il n'avait pas à être nommé à Matignon. Alors, le choix présidentiel dans la Constitution de la 5e, et on en parlera plus tard, fait qu'il peut s'arroger ce pouvoir. Il n'empêche qu'aujourd'hui, les élections, on a l'impression qu'elles peuvent être piétinées, puis tout le monde prend ça pour acquis, et puis on lui dit « Oh, mais il y a quelques petites miettes quand même, soyez satisfaits. » Je vais reposer Nous ne sommes pas satisfaits. Un peu différemment. Sébastien Lecornu, qui vient de prendre ses fonctions, a quand même envoyé des signaux à la trappe les 2 jours fériés. Il ouvre la voie à plus de justice fiscale, effectivement, à voir ce que ça cache derrière. Il souhaite une loi de décentralisation et il souhaite mettre fin aux privilèges accordés à vie à certains anciens ministres du gouvernement. Quand ça va dans votre sens, vous pouvez le dire ? Oui, évidemment que je peux le dire, mais je reviens juste un instant encore au fait générateur. Ce Premier ministre est illégitime. Et je vous le dis, ils peuvent être remplacés, il pourra être remplacé, il va finir par tomber, on perd juste du temps. Mais c'est la continuation de la politique macroniste que nous dénonçons. Et ça ne vous fait pas peur, la dissolution, quitte à installer Jordan Bardella d'abord à Matignon et puis peut-être après à l'Élysée ? Nous ferons campagne, mais écoutez, en 2024, tout le monde nous a dit en boucle que le Rassemblement national arrivait en tête. Ça n'est pas arrivé, finalement. Bien que le Front républicain ne fonctionnera plus comme il a fonctionné. Donc le risque, il est là. Et les sondages parlent d'eux-mêmes. C'est 33% pour Jordan Bardella, le RN, et c'est moitié moins pour la gauche. Les sondages, madame, ont donné... C'est inaudible. Les sondages, madame, ont donné 27 fois sur 27 gagnant le Rassemblement national en 2024 et ça n'est pas arrivé. Voilà ce que je vous dis. Donc, ensuite, pour ce qu'a proposé M. Lecornu, aujourd'hui, nous en sommes au stade d'hypothèse et nous nous battrons comme nous nous battons à chaque budget pour faire valoir nos propositions et trouver des majorités. Françoise Fresso. Je voudrais juste revenir sur le thème illégitime. Illégitime Lecornu. Mais qui est légitime dans cette Assemblée ? Au fond, quand vous avez essayé de mettre un Premier ministre au nom du Nouveau Front Populaire, on a vu à quel point c'était difficile. Quand on voit aujourd'hui les écarts entre votre position et celle du PS, on voit qu'il n'y a rien ne se tient. Est-ce qu'au fond, le sujet aujourd'hui, c'est que dans cette Assemblée, dans cette représentation politique, il y a une vraie question de légitimité qui n'est pas tranchée et qui fait que peut-être vous avez intérêt peut-être à essayer de vous assembler plutôt que parce qu'il n'y a aucune légitimité de part et d'autre. Mais il y a la légitimité du Parlement quand même, qui, encore une fois, est piétiné. C'est 28... Mais si, madame. Non, vous pouvez 28, pas dire ça, il y a pas de majorité. 49, donc, il y a une majorité à trouver. 28-49-3 sur le budget. Je ne l'ai jamais voté comme parlementaire. C'est la première prérogative d'un parlementaire de voter le budget de la nation. Des 49-3 déguisés sur la loi du plomb qui réhabilitait les pesticides. Un 49-3 sur une nouvelle réforme des retraites. Non, mais il y a un rouleau compresseur du pouvoir, et notamment de l'Élysée, sur le Parlement, qui est l'instance légitime parce qu'elle représente le peuple français, même si elle est fragmentée, je vais dans votre sens, elle est fragmentée, mais elle est légitime. Et elle vote, cette Assemblée nationale. Je suis vice-présidente de l'Assemblée nationale, je vois les choses parfois depuis le perchoir, et je vois que se dégagent des majorités. Le problème, c'est que la Macronie utilise aujourd'hui tous les artifices et les abus permis par la Constitution de la Ve République pour piétiner ce Parlement. Alors peut-être qu'il ne vous convient pas politiquement, peut-être qu'il ne convient pas aux Français, toujours est-il que c'est le résultat de leur vote de l'année dernière. Donc une dissolution en soi ne changera pas le sujet que nous avons là. On va parler, si vous voulez bien, Clémence Guettet, de la mobilisation du 10 septembre. Vous avez beaucoup parlé du peuple, ce que veut le peuple. Alors, est-ce que cette mobilisation portait la voix du peuple ? Écoutez ce qu'en disait le jour même, mercredi 10 septembre, donc le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Les choses sont désormais très claires. La mobilisation n'a rien d'une mobilisation citoyenne. Elle a été détournée, confisquée, captée par la mouvance de l'extrême gauche
de l'ultra-gauche, appuyé par le mouvement des Insoumis. C'est très très clair. Clémence Guettet, c'est très très clair pour Bruno Retailleau. C'est un mouvement peut-être au début populaire, mais qui finalement est un mouvement que vous avez essayé de transformer en mouvement politique et qui aurait fait flop. Mais vous savez, les mouvements populaires sont des mouvements politiques. Les gens n'ont pas besoin des partis politiques pour en faire, en réalité. Le mouvement des Gilets jaunes était déjà éminemment politique, celui-ci l'est aussi. Il y avait des mots d'ordre. C'était pas les mêmes participants, n'est-ce pas? Les Gilets jaunes, c'était vraiment des gens précaires, des petits commerçants, et là, si on regarde... Là aussi, il y avait des gens précaires et des gens qui galèrent à s'en sortir, parce que malheureusement, il y en a de plus en plus dans ce pays. Donc, des gens évidemment, plus diplômés que la moyenne, dès que les gens se mobilisent... Moi, j'ai vu dans ces mobilisations, d'abord une forme de mobilisation assez exemplaire de la jeunesse, qui souffrent beaucoup dans notre pays, des manifestants très féminisés, très divers socialement, mais qui partageaient des mots d'ordre. Le premier d'entre eux, c'était le fait de voir partir M. Macron, parce qu'il y a une détestation qui est politique et qui est quand même extrêmement forte dans notre pays, mais aussi pas de budget austéritaire, mais aussi l'abrogation de la réforme des retraites. Et monsieur Retailleau avait prévu, donc ministre démissionnaire, avait prévu un dispositif démesuré de force de l'ordre, 80 000 policiers, c'est plus que pour le 14 juillet par exemple, ce qui a donné lieu à des scènes quand même ahurissantes. Comme quoi vous appeliez au blocage général, la grève générale. Mais la grève c'est dans la Constitution, Madame Fresso, c'est pas produit. Autrement dit, c'est peut-être votre idéal qui s'est écroulé parce qu'il n'y a pas eu une mobilisation aussi forte que ce que vous... Mais factuellement, la France devait être bloquée, elle ne l'a pas été. On est encore dans un pays où la grève est autorisée dans la Constitution. La grève, c'est le blocage. C'est le blocage notamment parce que les rapports de force économique comptent dans ce pays et que quand le secteur des transports, par exemple, est en grève, quand c'est le cas aussi dans des services publics, je suis allée, moi, dans ma circonscription, à des manifestations qui étaient organisées sur la santé, la fermeture d'un centre de santé municipal, la fermeture d'une classe, donc l'éducation nationale, et Sanofi, juste à côté de ma circonscription, donc mais ça a été un succès et des entreprises médicales. Et il y avait du monde, moins de 200 000 personnes. Et oui, c'était un succès, 175 000 selon les chiffres du ministre illégitime, M. Retailleau, et 500 000 selon les recollements que nous avons pu faire dans les différentes villes de province. 2 millions lors des dernières manifestations contre les retraites organisées par les syndicats, donc 2 millions 200 000, est-ce que c'est un franc succès? Oui, c'est quand il y a 500 000 personnes, je redis 500 000, qui le 10, un jour de semaine, se mobilisent pour dire des mots d'ordre extrêmement politiques et essayer de faire en sorte que le pouvoir se réveille et écoute enfin ce pays, c'est un franc succès. Les retraites, vous avez raison, c'était des mobilisations ultra massives. Mais je dis aux gens de ne pas rentrer chez eux définitivement, puisque ça tombe bien, la semaine prochaine, le 18, il y a l'intersyndicale qui appelle à manifester. Que Jean-Luc Mélenchon, chaque année, essaye d'organiser des mobilisations contre la vie chère notamment, mais que ça prend pas vraiment. C'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes s'est déroulé sans vous, sans les Insoumis. Est-ce que finalement le Rassemblement national n'est pas davantage en prise avec les Français sur ces sujets-là? Je comprends pas votre question, madame, je suis désolée. Jean-Luc Mélenchon n'a ni organisé les Gilets jaunes, ni organisé le 10, ni organisé le 18, qui est à l'appel des syndicats. Jean-Luc Mélenchon a pas poussé à la mobilisation. Jean-Luc Mélenchon une question sur deux pour se faire plaisir, mais honnêtement, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole pour dire aux Français de se mobiliser. Donc oui, il a appelé à la mobilisation. Oui, d'accord, mais chaque année à la rentrée, on a des mobilisations. Il n'a pas organisé ces mobilisations, mais bien sûr, nous avons dit que la France insoumise était en soutien de ces mobilisations. Mais ça se fait pas en claquant des doigts, la mobilisation. Est-ce que le RN n'est pas davantage en prise? C'est ça la question. Mais alors, quand est-ce que le RN a fait des mobilisations en faveur du pouvoir d'achat des gens dans ce pays? Dites-le-moi. Quand est-ce que le RN était dans la rue contre la réforme des retraites? Dites-le-moi. Ils ne sont pas dans la rue parce que c'est l'extrême droite et que la mobilisation populaire a toujours été du côté de la gauche et non pas de l'extrême droite. Et je vais vous dire une autre chose. Ils sont pas dans la rue, ils sont pas non plus à l'Assemblée nationale parce qu'ils n'étaient pas là quand il fallait combattre la réforme des retraites à l'Assemblée et parce qu'ils refusent toujours de voter l'augmentation du SMIC ou le retour de l'ISF. Donc le Rassemblement national, l'extrême droite dans son ensemble est une farce politique quand il s'agit d'être en soutien au peuple dans ce pays. C'est très clair, ça. Françoise, sur la gauche et les syndicats, jeudi, grande journée annoncée par les syndicats. Comment vous vous insérez dans cette journée du jeudi, alors qu'une grande partie des syndicats disent non, on veut, c'est notre mouvement et on veut pas de LFI. Comment vous y êtes? Et comment vous montrez que la mobilisation continue de votre point de vue? Bon, la mobilisation de toute façon continue par les salariés avant tout. Et je suis sûre que c'est le point de vue des syndicats, nous l'avons toujours respecté, ce sont les travailleurs, travailleuses qui se mobilisent et qui font la grève. Et d'ailleurs, certains ont fait la grève et se sont mobilisés entre le 10 et le 18. Dès lors que l'intersyndicale appelle au 18, nous relayons cette date. Parce qu'il y a toujours la nécessité de faire un front commun entre les partis politiques et les syndicats. Et
figurez-vous qu'en plus, l'engagement insoumis n'est pas exclusif d'autres engagements et que beaucoup de mes camarades sont aussi des syndicalistes dans leurs propres entreprises. Donc évidemment, nous allons nous mobiliser, nous soutenir comme nous le faisons à chaque manifestation et j'espère qu'elle sera la plus puissante possible parce que nous en avons besoin. Au-delà de ça, il y a d'autres dates déjà dans le paysage. On entend parler du 21 septembre, c'est un dimanche. Parce que je le redis, en semaine, c'est difficile aussi. C'est quoi le 21 septembre ? En semaine, c'est difficile parce que les gens perdent de fait des journées de salaire, donc c'est difficile. Le 21 septembre, j'ai entendu ça de la part notamment d'organisations qui se mobilisent pour la fin du génocide à Gaza, puisque vous le savez, la date prévue pour la possible reconnaissance de la Palestine, le 22 septembre. Enfin par M. Macron et par la France, c'est le 22 septembre. Donc il y a des suites à cette mobilisation. Et je pense que c'est important de voir ces répliques qui parfois ne sont pas en effet initiées par les mêmes organisateurs et qui ne sont pas exactement sur les mêmes sujets, mais qui forment un ensemble politique cohérent. Et un ensemble que nous qualifions de dégagiste, parce que ce qui surmonte tout, c'est le dégoût, c'est le ras-le-bol. Voilà. Vous parlez de Gaza, passons à l'international, si vous voulez bien, dans l'actualité, Clémence Guettet. Ce regain de tension sur le flanc oriental de l'Europe. Alors vendredi, la Russie a entamé des exercices militaires en Biélorussie, c'est tout près de la frontière avec la Pologne, et ça réveille un mauvais souvenir parce que c'est un peu comme ça que la Russie avait commencé il y a 3 ans et demi avant d'envahir l'Ukraine. Et puis mardi, stupeur générale en Occident, une vingtaine de drones présumés russes sont entrés dans l'espace aérien polonais. Comment est-ce que vous, députée française, vous regardez cela ? Est-ce que c'est de la provocation de la part de Vladimir Poutine ? Est-ce que c'est une menace ? Est-ce que vous êtes inquiète ? Alors, il est évident d'abord que ces actes sont extrêmement graves. Confère la Convention de Chicago de 1944 de l'ONU qui interdit à n'importe quel engin volant de survoler un autre État sans que cet État en question ait donné son autorisation. Ça n'était évidemment pas le cas de la Pologne, ni de la Roumanie, puisque j'ai vu cette nuit que potentiellement c'était arrivé aussi. Donc d'abord, c'est un acte extrêmement grave de violation du droit international, ça c'est très clair. La deuxième chose, c'est que je nous invite collectivement à la prudence, puisqu'il y a cette question d'intentionnalité. Vous savez qu'il y a des engins de brouillage qui potentiellement peuvent dévier ce type de matériel, je parle des drones. L'intentionnalité qu'aujourd'hui la Russie réfute. Toujours est-il que même intentionnalité mise à part, c'est un acte extrêmement grave de violation du droit international. Et surtout, comme l'était déjà. Nous ne sommes pas au niveau pour intercepter, récupérer, ça signale que peut-être nous ne sommes pas assez armés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, ça signale qu'il y a de nouvelles technologies et qu'il est clair que la question de l'utilisation de drones est un nouveau matériel sur lequel nous avons encore évidemment des progrès à faire. Mais je veux dire quand même que l'armée française, en matière de cybersécurité, de défense dans l'espace ou sur la question des drones et de ce nouveau type d'engin, est quand même une excellente armée. Nous ne sommes pas en retard technologiquement et je veux dire qu'on a des entreprises encore très puissantes de ce point de vue-là. Ce qui se passe là, est-ce que ça accrédite pas l'idée au fond que la Russie a un vrai volonté d'expansionnisme? Et quand vous redites avec Jean-Luc Mélenchon cet été, les Français n'ont aucun intérêt militaire à l'augmentation des arsenaux, est-ce que vous n'êtes pas un peu à côté de la réalité? C'est-à-dire, on fait rien, on reste désarmé face à l'agression russe? Que proposez-vous? Qu'on aille faire la guerre à la Russie? Non, je vous demande, je vous interroge. Voilà. Mais moi, je vous réponds ça. Parce que, et on abandonne tout à la Russie, les territoires? Quand nous disons les Français n'ont pas d'intérêt à la guerre, c'est-à-dire que nous le pensons de toutes nos forces et nous l'avons dit depuis maintenant 3 ans. En fait, les Français... la paix, mais quand vous regardez la réalité... C'est très concret la paix, madame. De même que la guerre, c'est très concret. C'est des gens qui meurent, voilà, nous n'en voulons pas. Donc nous disons depuis 3 ans, il faut ouvrir un cadre de négociation entre la Russie et entre l'Ukraine. Mettre toutes nos forces diplomatiques pour aller dans ce sens-là, et notamment ouvrir ces négociations avant que la Russie soit dans la position de force dans laquelle malheureusement elle est aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui veut parler à Vladimir Poutine, apparemment c'est un peu difficile. Est-ce qu'en attendant, on doit continuer les sanctions? Est-ce qu'en attendant, on doit s'armer et dépenser en effet 5% du PIB? Ou est-ce que, je reviens finalement à cette question, non, il faut espérer qu'un jour Vladimir Poutine veuille parler aux Occidentaux et à Volodymyr Zelensky? Mais on ne conclut pas une guerre en achetant des armes. Voilà, c'est très clair. On ne prépare pas la guerre quand quelqu'un il faut ouvrir des discussions et les mener de toutes nos forces. On ne peut de toute façon pas abandonner cet objectif-là. Sinon, c'est les armes qui s'expriment en effet, et ce sera absolument dévastateur. Nous avons alerté sur le risque d'escalade militaire, sur le risque d'embrasement régional depuis quelque temps. Donc oui, nous continuons à dire qu'il faut des négociations pour arriver à la paix, y compris avec des dirigeants internationaux qui violent, encore une fois, le droit international. Mais quand vous entendez Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui dit qu'on n'a jamais été aussi proche
d'une troisième guerre mondiale. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Et est-ce que vous ne redoutez pas, à travers ce qui vient de se passer en Pologne, eh bien une extension du conflit ukrainien au reste de l'Europe? Je viens de le dire, je crains l'embrasement régional et nous alertons sur cette question depuis maintenant plusieurs années. Donc concrètement, par exemple, comme Emmanuel a annoncé le déploiement des 3 Rafales pour contribuer à la protection de l'espace aérien polonais, vous dites que c'est la hauteur, Emmanuel Macron, oui. Que c'est à la hauteur ou que la France doit faire plus? Bon, la France a une centaine d'avions Rafale. Quand on en envoie 3, on n'est pas en train de déclarer la guerre à la Russie et c'est tant mieux. Nous avons là une opération qui est inédite parce qu'il s'agit potentiellement d'intercepter des drones, ce que jusqu'ici nous ne faisions pas. La France fait ça parce que nous faisons partie de l'OTAN. Vous savez, vous connaissez notre position sur l'OTAN, mais je vais quand même la répéter pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Nous sommes partisans du fait de sortir du commandement intégré de l'OTAN et de sortir de l'OTAN tout court. Pourquoi? Parce que c'est une vassalisation totale de la France vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Quand nous décidons, quand le président Macron, d'ailleurs en passant le Parlement, la parlementaire que je suis, n'a jamais pu voter sur cette question, donc il décide tout seul qu'on met 5% du PIB, de la richesse nationale pour s'armer. Les États-Unis nous lâchent en ce moment, parce que c'est plus trop le sujet là. Oui, mais figurez-vous qu'ils sont quand même dans l'OTAN. De comment l'Union européenne se défend face à des puissances autoritaires qui n'écoutent rien. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, Madame Fressoz, nous sommes dans l'OTAN et l'OTAN, quand même, la moitié des importations d'armes de l'Union européenne, ça vient des États-Unis. Donc nous engraissons l'industrie militaire américaine. Et donc, par ailleurs, les décisions politiques de l'OTAN sont très liées aux intérêts américains. Je veux dire, tout le monde sait ça. Mais est-ce qu'il faut muscler notre défense européenne? Pour répondre à votre question, nous ne sommes pas pour l'Europe de la défense. Nous l'avons déjà exprimé extrêmement clairement. Nous pensons que les questions de défense et les questions militaires, la souveraineté s'exerce au niveau national. C'est d'ailleurs la base de notre doctrine de dissuasion nucléaire, qui est quand même un élément absolument central dans notre doctrine de défense française. Nous ne pouvons pas, et nous ne souhaitons pas, étendre ce parapluie nucléaire à l'ensemble de l'Union européenne, aller jusqu'à la Pologne, entrer en guerre avec la Russie, qui est une autre puissance nucléaire. Nous le refusons absolument. Vous votez les sanctions? Donc, est-ce que vous votez les sanctions? Oui, les sanctions, nous les avons votées, Est-ce évidemment. Que vous êtes pour les sanctions économiques, elles sont importantes, elles permettent de cibler les oligarques, le régime, et je suis intéressée par la question qu'on se pose à l'international. Je veux juste dire en un mot, parce que je ne sais pas à quel moment vous allez changer de sujet, que je déplore quand même le 2 poids 2 mesures sur la condamnation unanime qu'il y a de la classe politique vis-à-vis de M. Poutine, qui viole le droit international, par rapport au silence assourdissant vis-à-vis de M. Netanyahou, qui le fait en permanence. Il a encore décidé de bombarder avec l'armée israélienne le Qatar. C'est un voisin de plus qu'il a agressé dans la zone. Il kidnappe des parlementaires. J'ai pas l'impression qu'il y ait un silence assourdissant. Ça fait débat en France et il y a des prises de position françaises. Mais encore heureux, nous sommes face à un génocide. On devrait en parler tout le temps. On devrait en parler tout le temps. La France va reconnaître l'État de Palestine. C'est intéressant. Les sanctions économiques. J'ai porté à l'Assemblée nationale une résolution qui voulait mettre fin à l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. C'est un accord économique, un accord de libre-échange. Tous les macronistes, d'une seule voix, ont voté contre cet accord. Je le dis, au détour d'un amendement, ils ont aussi voté contre le fait de respecter les décisions de la Cour pénale internationale. Ça veut dire que les macronistes, les troupes de M. Macron ont voté contre le respect du droit international à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si on se rend compte du niveau où c'est. C'est ahurissant en réalité. Clémence Guettet, on voudrait ne pas finir ce tour d'actualité sans vous parler des réseaux sociaux, parce qu'il s'est quand même passé quelque chose qui est très concernant pour les Français. C'est ce rapport, et vous êtes à l'Assemblée, de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok, ce rapport qui dit qu'il faudrait un couvre-feu de 22h à 8h du matin pour les 15-18 ans, et que de toute façon, il faudrait interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Oui ou non, c'est une bonne idée ? Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que l'interdiction n'est pas la solution. D'abord parce qu'il y a énormément de moyens de contourner ces interdictions. Donc en fait, j'essaye d'être pragmatique, on est des responsables politiques. De fait, on a vu par exemple que quand des sites pornographiques ont été interdits l'été dernier, les utilisateurs se sont mis à installer des VPN pour contourner la géolocalisation. On sait que de toute façon, des réseaux sociaux, des plateformes, il y en a une multiplicité. Donc si c'est plus TikTok, malheureusement ce sera d'autres. Et donc moi je pense que... et par ailleurs, c'est pas le comportement des jeunes le problème,
problème, c'est le comportement des plateformes elles-mêmes. Donc je pense qu'il faut s'attaquer à ces plateformes, et on peut le faire avec la législation, notamment le fait qu'elles puissent cibler des adolescents en diffusant des contenus qui incitent parfois jusqu'au suicide, qui incitent à l'automutilation, qui sont extrêmement dangereux. Et je prends appui pour vous dire ça sur un rapport d'Amnesty International paru en 2023 qui s'appelait « Pousser vers les ténèbres » et qui parlait exactement ça, du comportement que peuvent avoir les jeunes vis-à-vis des réseaux sociaux. Pourquoi on le fait pas ? C'est une question de volonté politique, parce qu'il y a des intérêts économiques ensuite derrière. Mais encore une fois, je pense que vis-à-vis des jeunes, on ne peut pas promouvoir une éducation très numérique aujourd'hui qui serait contournée. Donc il faut évidemment de l'éducation et de la sensibilisation à l'usage numérique. Et je pense que ça a tout à fait sa place à l'école et que ça devrait être encore renforcé. France Inter. Alexandra Ben Saïd. Question politique. Clémence Guettet, la députée LFI et vice-présidente de l'Assemblée nationale, est l'invitée de Questions politiques. On va tenter de mieux vous connaître aujourd'hui, Clémence Guettet. Celle qui dévoile nos invités, c'est Alix Bouillaguet qui a fouillé votre bio. Et je laisse la parole à Jean-Luc Mélenchon. Pour ceux qui n'auraient pas suivi le film depuis le début, Clémence et moi faisons équipe depuis tantôt un certain nombre d'années, mais au moins depuis 2 élections présidentielles, et ensuite, maintenant, nous faisons ensemble l'Institut La Boétie, qui est la machine à penser, qui nous aide dans notre travail de militants et qui est la raison pour laquelle je viens vous voir ce soir. On vient d'entendre notamment Jean-Luc Mélenchon au cours d'une conférence que vous animiez ensemble. C'est lui qui vous a repéré lorsque vous avez adhéré au parti de gauche en 2010, alors que vous n'aviez que 19 ans. Ascension éclair jusqu'à, il le disait à l'instant, co-diriger le laboratoire d'idées qu'est l'Institut de la Boétie. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes aujourd'hui, à 34 ans, la tête pensante du parti ? En tout cas, j'essaye de remplir les tâches qui me sont confiées, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans notre organisation politique. Donc ça fait en effet 2 présidentielles que je m'occupe du programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun, enfin porté par Jean-Luc Mélenchon pendant ces 2 élections présidentielles. J'ai toujours du mal à dire que c'est moi, parce que c'est pas vrai, parce que c'est un collectif en fait, que moi j'ai l'honneur de coordonner. Alors évidemment, j'y participe. Ensuite, jusqu'à l'Institut La Boétie, dont je veux dire un mot parce que j'en suis très fière. C'est un institut qu'on a remis en marche il y a 2 ans, qui est en effet un lien avec les universitaires. Et j'en profite pour vous dire d'ailleurs qu'on a sorti un nouveau livre la semaine dernière. C'est notre 3e livre, il s'appelle Nouveau Peuple, Nouvelle Gauche. Il est disponible dans toutes les librairies. Et à chaque fois, on essaye de prendre une question qu'avec des universitaires, on explore pour retisser ce lien entre universitaire et politique qui est parfois distendu. Et je crois qu'on nous reconnaît une chose, c'est qu'on travaille à la France Insoumise. Voilà. Ceux qui vous aiment disent effectivement que vous êtes intelligente, que vous êtes une grande bosseuse, que vous êtes calme, que vous êtes solide. Vous le disiez, vous avez piloté le programme présidentiel de la France Insoumise, notamment en 2022. Jean-Luc Mélenchon, il a même versé une larme lorsqu'il vous a vu pour la première fois monter au perchoir de l'Assemblée nationale en 2024. Vous, le bébé Mélenchon, est-ce que vous êtes désormais devenue sa dauphine ? On a une relation évidemment qui est importante pour moi, et humainement et politiquement, avec Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on se voit énormément, parce que vous l'avez dit, on co-dirige l'Institut La Boétie ensemble, et donc c'est quotidien. Et donc évidemment, il y a des liens aussi en politique qui sont des liens affectifs, et c'est tant mieux d'ailleurs, heureusement qu'on s'apprécie entre camarades et entre gens avec qui on passe beaucoup de temps. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est une équipe, et que, y compris les gens qui n'apprécient pas Jean-Luc Mélenchon politiquement, reconnaissent le fait qu'il s'est formé des jeunes et les faire monter en responsabilité au sein de son organisation politique, en l'occurrence la France Insoumise. J'ai parlé de ceux qui vous aiment, j'ai parlé de ceux qui vous aiment moins, disent que vous êtes derrière effectivement votre allure angélique, eh bien une copie humaine de Jean-Luc Mélenchon, avec la même brutalité et le même sectarisme, fait du même bois que lui, avec une culture du rapport de force. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description ? Vous savez, cette citation, c'est Patrick Caner, au moment où nous signions à l'époque les accords du nouveau Front Populaire, le chef des socialistes au Sénat. Donc c'est pour vous dire que parfois les amabilités des socialistes sont quand même de longue main. Il n'y a pas de rapport de force ? Tout ça pour dire qu'évidemment il y a des rapports de force. En fait, c'est la base de la politique. Moi, je fais de la politique parce que je pense que c'est une façon de canaliser une forme de violence dans la société et qu'elle puisse s'exprimer démocratiquement. C'est pour ça que je suis
extrêmement honorée d'être parlementaire et de siéger à l'Assemblée nationale, parce que je crois que c'est là que peuvent s'exprimer des désaccords, qui sinon se régleraient autrement. Peuvent vraiment s'exprimer des désaccords, parce que est-ce que d'ailleurs vous contestez Jean-Luc Mélenchon? Si oui, j'aimerais savoir quand et sur quoi. La dernière contestation du chef. Eh ben, nous avons des discussions et nous avons des réunions. Voilà, c'est la façon dont on discute en permanence. Et vous saurez que Parce que les mauvaises langues disent que vous ne le contestez jamais. Oui, eh ben, ces mauvaises langues sont pas dans les réunions en question, et ça tombe très bien parce qu'on n'a pas spécialement envie que nos discussions soient révélées au grand public. Je pense que ce qui fait notre force, c'est que nous vous parlons d'une même voix. Quand je dis vous, c'est les médias notamment. Parce que quand je vois des partis qui passent leur temps à se chamailler, Monsieur Jadot qui dit le contraire de Madame Tondelier la semaine dernière, Monsieur Vallaud et Monsieur Faure qui s'affrontent pour être un hypothétique Premier ministre, ça ne me fait pas rêver. Vous dites que et je dis que vous parlez d'une même voix. Je vous dis que et les rapports de force ont une forme d'honneur en politique, et que l'éthique et la loyauté et la discipline, ce ne sont pas des mots non plus tabous, ni voilà, des mots empêchés pour moi. Je pense qu'il y a d'où ces de la purges, légitimité. parce qu'il y a eu des purges, des compagnons de route, il y a des gens qui ont été désinvestis. Raquel Carido, Clémentine Autain, tous ont fustigé la stratégie clivante du mouvement et le manque de démocratie interne. Est-ce que vous n'avez eu aucun état d'âme à les voir partir ? Tous les gens que vous venez de citer, vous le savez, quelques semaines avant la dissolution surprise de l'Assemblée nationale, avaient en secret créé une organisation politique. Ils en ont bien le droit, mais créer une organisation politique en dehors de la France insoumise, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'en partageaient en réalité plus les objectifs politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation politique, elle est très claire. Quand vous voyez que ce sont des gens qui appellent à l'unité, mais au-delà de ça, ne nous disent plus, et je le déplore à vrai dire, ne nous disent plus sur quelle ligne ils appellent à cette unité. Tout se vaut, ce que raconte le Parti socialiste qui veut entrer à Matignon, ou ce que raconte la France insoumise avec une destitution de Macron. Je vous dis qu'il y avait de toute façon un immense éloignement politique. Et peut-être la prochaine purgée, ce sera vous ? Eh ben, nous verrons cela, mais moi je crois que tant que je remplis mes responsabilités, tant que j'arrive à défendre le programme et du mieux que je peux, et je le fais pour représenter tous mes camarades, je ne suis absolument pas inquiète de ça, vous savez. On ne fonctionne pas comme ça. Une dernière question, Alix. Vous étiez cité il y a plus d'1 an pour Matignon, et vous racontez que ça a suscité un petit affolement familial, voire même pour vous un vertige. Vous êtes senti capable d'endosser le costume de Premier ministre sans aucun souci ? Quand on prend au sérieux une hypothèse comme celle-là, j'espère que ça génère chez n'importe qui une forme de vertige. Sinon, c'est de l'irresponsabilité. Enfin, je veux dire, on parle de mener une politique ambitieuse pour le pays et de changer la donne, la vie quotidienne de millions de gens. Donc j'espère que chez tout le monde, ça peut susciter une forme de vertige. Malheureusement, je pense que ça n'est pas le cas et qu'il y a des gens qui font ça comme ils feraient autre chose, comme ils géreraient une entreprise. Affolement familial, parce que ça n'est pas du tout mon milieu social, la politique. Votre mère était prof d'anglais, voilà, votre père était père au foyer, vous avez grandi dans les Deux-Sèvres. Tout à fait. Ils n'étaient pas militants. Bref, affolement familial, parce que, évidemment, ce que je fais aujourd'hui est très éloigné de leur réalité, mais comme ça l'est, je pense, de la réalité de plein de gens. Et moi, je pense que c'est très précieux pour moi et pour mon engagement, justement, d'avoir été élevée dans ce milieu-là. Mais ensuite, je pense que comme tous mes camarades dont les noms ont circulé à cette époque, oui, j'aurais été prête à endosser ces responsabilités-là. Parce qu'à un moment donné, on fait de la politique, on fait des promesses de campagne. Mon rôle, c'est justement d'élaborer nos propositions et notre programme. Heureusement que j'y crois, et heureusement que je me dis vivement le jour où on va pouvoir les appliquer, ces propositions politiques. Clémence Guettet, que voudriez-vous voir appliquer ? On vous a donné une carte blanche pour compléter le portrait et vous avez choisi de parler de pauvreté. Le dernier baromètre Ipsos pour le Secours populaire est sorti cette semaine. Que retenez-vous ? Un bilan dramatique de la Macronie, évidemment. C'est pas une surprise, parce qu'en fait, les baromètres, que ce soit du Secours populaire ou de toutes les associations qui œuvrent auprès des personnes pauvres ou très précaires, nous tirent la sonnette d'alarme depuis des années et des années. Mais il est vrai que la Macronie a fait un immense dégât social. Et ce que montre ce baromètre, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1 personne sur 3 qui a peur de sombrer définitivement dans la précarité. Il y a 1 personne sur 3 qui renonce à se soigner. Il y a 1 personne sur 4 qui renonce à se nourrir de temps en temps, 1 personne sur 5 qui pense qu'elle n'a pas réussi financièrement à subvenir à tous les besoins de ses enfants. Donc je pense qu'on ne réalise pas à quel point cette situation est dramatique. Et elle est dramatique. Il y a un paradoxe, vous êtes d'accord ? On est un des pays qui redistribue sans doute le plus au monde. Il me semble qu'on redistribue 1/4 du revenu annuel, 500 milliards par an en 2019. Donc on est un pays très redistributif et pourtant en effet une situation de pauvreté alarmante et qui a augmenté. Mais comment on en sort ? En fait, on a envie de vous entendre sur les solutions. Ça serait quoi la bonne mesure ? Mais d'abord, je ne partage pas exactement votre constat. On n'est pas
on n'est pas assez redistributif en réalité. C'était toute la première partie de notre discussion sur la captation des richesses dont je vous parlais. Vraiment, l'injustice fiscale, les 60 milliards par an juste aux personnes les plus riches, les 200 milliards par an juste pour les très très grandes entreprises, tous ces cadeaux de la Macronie, elles ont des conséquences sociales évidentes parce que la richesse n'est pas produite à l'infini aujourd'hui. En plus, c'est une richesse inutile, j'ai envie de dire, parce qu'au contraire de si elle était distribuée dans les ménages, elle ne sert pas à la consommation populaire et donc à la relance. Sur les solutions, j'y arrive. D'abord, je voulais ajouter un mot juste sur la jeunesse, pour qui j'ai une pensée très particulière, parce que j'ai fait mes études, moi aussi, dans des conditions financières difficiles, et ce que ce baromètre montre également, c'est que c'est encore pire pour les jeunes qui sont extrêmement inquiets pour leur avenir aujourd'hui. Mais sur les solutions, il y a des choses très simples à faire. D'abord, on n'a jamais vraiment... on est passé un peu en dehors du sujet inflation, augmentation des prix de l'alimentation, mais aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se nourrir. Donc l'inflation est retombée à 1,2%. Évidemment, mais il y a eu une crise inflationniste et aujourd'hui, on n'en parle plus. Alors que ses conséquences sur le pouvoir d'achat des Français, je veux dire, elles n'ont pas magiquement disparu. Donc il faut bloquer les prix de l'alimentation. La seconde chose, c'est évidemment la question des salaires et la question des pensions de retraite, qu'il faut là aussi augmenter. Il faut bloquer les prix des loyers. En fait, mais excusez-moi, est-ce qu'il ne faut pas des politiques plus ciblées plutôt que des grands slogans alors que certains vivent bien et d'autres vivent beaucoup moins bien? Est-ce qu'il ne faut pas des politiques beaucoup plus ciblées sur les familles monoparentales? Est-ce qu'il ne faut pas revoir, par exemple, tout le système social? Mais ça demande de descendre dans le capot, d'aller peut-être dans de l'infini détail, et c'est compliqué. Mais est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche? Il faut le faire, et nous avons par exemple déjà déposé des lois à l'Assemblée nationale pour les familles monoparentales. Il faut quand même le dire, 9 sur 10, ce sont des femmes, donc des femmes précaires. Et c'est une famille sur 4 aujourd'hui dans notre pays qui est une famille monoparentale. Donc cette situation sociale, nous l'avons bien en tête et nous travaillons d'ailleurs avec des collectifs de mères isolées sur cette question pour faire des propositions très simples sur la pension alimentaire, par exemple, qui est aujourd'hui défiscalisée, etc. Donc des propositions là-dessus, nous en avons. Mais je reviens à ce que vous avez dit. Ce ne sont pas de grands slogans. C'est très concret. Pouvoir se nourrir, pouvoir accéder à la santé, pouvoir permettre l'éducation de ses enfants. Mais par exemple, le blocage général des prix alimentaires, peut-être qu'il y en a qui... C'est pas besoin de les bloquer pour tout le monde. Il faut aider ceux qui ont vraiment besoin d'être aidés. Est-ce que c'était pas revoir tout le système d'aide sociale? Il y a une politique de priorité dans les aides sociales qui en réalité est déjà là. On n'aide pas avec des minima sociaux des gens qui aujourd'hui n'en ont pas besoin. Par contre, pour d'autres mesures, je crois, moi, à l'universalité des mesures. Je crois que il est une forme de justice que quand on pense que l'alimentation est trop chère, nous puissions la bloquer pour tout le monde. Que quand on pense que les loyers sont trop chers, nous puissions les bloquer pour tout le monde. Je vous ai parlé du baromètre, donc des personnes très précaires ou pauvres, mais je pense aussi aux gens qui sont dans les classes intermédiaires, qui vivent mal aussi aujourd'hui dans notre pays, même s'ils ont des salaires un tout petit peu plus élevés, mais ça n'empêche pas le fait qu'ils se serrent la ceinture. Donc moi, je crois aux mesures universelles, et pour une très bonne chose, c'est que si on accorde des droits à tout le monde, il y a beaucoup moins de risques que des gens cherchent à revenir dessus. Voilà. Allez, on avance. Comme chaque semaine, Françoise Fresso interroge une question qui sera au cœur du débat public et de la présidentielle dans 2 ans. Ce matin, Françoise, c'est la question des institutions. Oui, mais avant, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous avez dit. Vous dites, moi, je fais de la politique pour canaliser la violence qui est dans la société. Quand j'ai entendu le débat sur le vote de confiance qui a abouti à la chute du gouvernement Bayrou, j'ai entendu dans les voix de la chef du groupe, Mathilde Panot, beaucoup de virulence. Macron le forcenait de l'Élysée. Retailleau comparé à Pétain. Le macronisme devenu une fabrique de maltraitance infantile. Est-ce que vous n'entretenez pas aussi cette violence? Au fond, l'analyse implacable que vous faites du macronisme, est-ce qu'elle a besoin de mots aussi forts? Est-ce qu'il ne faut pas, dans les temps qui courent, plutôt essayer d'avoir un débat à peu près court? Je pense que le discours de Mathilde Panot, il a été vu par quasiment 10 millions de personnes dans notre pays, notamment grâce aux réseaux sociaux, et que s'il a été aussi vu et partagé, c'est parce qu'il reflète une forme de colère sociale qui est présente et qui, franchement, baladez-vous dans le pays, qui s'exprime en des termes beaucoup plus crus et beaucoup plus durs que ça. Donc je pense que nous jouons notre rôle de représentants politiques d'exprimer cette colère sociale à l'Assemblée. Et par ailleurs, sur le fait que Macron est isolé, que c'est un monarque seul en son palais qui décide de tout, tout ça nous l'assumons parfaitement politiquement. Ça n'empêche pas d'être courtois. Par ailleurs, nous le sommes, nous participons à ce débat parlementaire. Parce que vous-même, quand vous présidez en tant que vice-présidente de l'Assemblée nationale, vous êtes extrêmement c'est mon rôle. Dans les institutions. Et donc c'est ça
c'est ce paradoxe-là que je voudrais aussi explorer. Quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, quand même, cette espèce de polarisation entre la gauche, la droite, entre même l'extrême gauche et l'extrême droite, quand vous voyez Trump, l'hyperviolence, son clan qui dit, après l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk, on va se venger en prenant pour cible l'extrême gauche, alors qu'on ne sait pas du tout si l'auteur de l'assassinat, de l'assassinat est de cette mouvance. Est-ce que vous ne dites pas, attention, on risque quand même la même dérive en France, il faut peut-être quand même calmer le jeu à un moment. Oui, mais ce dont vous parlez là, en l'occurrence, M. Trump, il est d'extrême droite. Oui, mais là, ça n'est pas notre camp politique. Contrairement, vous contribuez à la créer aussi. Contrairement à M. Trump, nous n'avons jamais appelé aux assauts des institutions. Je vous rappelle quand même ce qui s'est passé dans le Capitole. Nous n'avons appelé jamais personne à la violence, et bien au contraire. Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, tous, nous l'avons dit avant le 10, restez calmes. Vu le dispositif de répression et le dispositif policier prévu, il faut aucune action violente, que des actions pacifiques. Donc nous ne sommes absolument pas, vous le comprenez bien, dans le même rapport politique. Non, mais c'est sur cette polarisation et sur cette montée de la violence du débat. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement illégitime, un président honni par les Français, mais qui refuse d'en revenir aux urnes, une situation sociale absolument dramatique. Mais il y a peut-être 58% des jeunes qui sont angoissés par le changement climatique, rien n'est fait, bien au contraire, on détricote le droit environnemental. La situation, elle a de quoi mettre en colère. Mais il y a peut-être un moyen, j'écoutais Le Cornu là, qui disait le régime n'a jamais été aussi parlementaire. Pourquoi, par exemple, vous dites pas, maintenant, notre revendication qui est dans votre projet, c'est la proportionnelle. Passons à la proportionnelle, et là, le Parlement aura ses droits, il pourra essayer de construire des compromis. Pourquoi vous enfermez toujours dans l'idée de la 6e République, alors que c'est peut-être aujourd'hui que les institutions peuvent basculer de façon assez pacifique, au fond? Parce que, alors, la proportionnelle, nous y sommes favorables, il n'y a pas de sujet là-dessus. Si elle devait passer à l'Assemblée, on avait déjà commencé à travailler le sujet, parce que c'était un projet de M. Bayrou. Non, la revendication fondamentale, c'est évidemment la 6e République, pour une raison très simple, c'est que la constitution de la 5e, prévue donc en 58, elle ne correspond plus à la société française. Elle a été conçue pour un super président qui peut s'octroyer énormément de pouvoir, mais elle ne correspond plus aux aspirations des Français. Et par ailleurs, la société a extrêmement changé. Si j'avais été une femme en 58, je ne serais pas sur ce plateau, j'aurais besoin d'un mari pour ouvrir un compte bancaire, j'aurais besoin d'un mari pour travailler, je ne pourrais pas avorter. Bref, la situation objective de la société a évolué. Ça, c'est le constat général. Ensuite, on voit bien aujourd'hui que la 5e, elle est à bout de souffle parce qu'elle permet au monarque présidentiel d'accumuler tellement de pouvoir, qui peut faire tous les 49.3 dont je vous ai parlé, via son gouvernement, qui peut nommer des premiers ministres illégitimes, qui peut écraser le Parlement, parce que non, contrairement à ce que dit M. Le Cornu, le Parlement ne vit pas bien quand il est écrasé à coup de 49.3 en permanence. Donc le nœud du problème se situe dans la façon dont les pouvoirs sont organisés aujourd'hui. Et moi, je souhaite que le Parlement ait plus de pouvoir. Je souhaiterais évidemment que M. Le Cornu n'utilise pas le 49.3 et que nous puissions rejeter son budget si nous avions une majorité pour le rejeter. Je souhaiterais qu'il demande le vote de confiance aux parlementaires que nous sommes. Et je pense que ça n'arrivera pas. Donc vous voyez bien qu'on est quand même, à un moment donné, on est quand même bloqué. Et je pense que par ailleurs, la constitution de la 5e, elle a déjà été révisée 24 fois. Ce qu'il nous faut, c'est pas des petits ajustements à la marge. Ce qu'il nous faut, c'est que le peuple lui-même puisse refonder les règles du jeu. C'est pour ça qu'on appelle à la 6e République, pas n'importe comment, avec une constituante, pour réécrire cette constitution. Et en même temps, Jean-Luc Mélenchon n'arrête pas de dire, quand je serai président de la République, parfaitement moulé dans les institutions de la 5e République. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Non, ne passons pas, c'est un débat intéressant. Pour faire la 6e République, il va falloir gagner dans les conditions de la 5e. Et donc avoir un président ou une présidente de la République qui soit de notre camp pour faire la 6e République. On n'a pas le choix. Clémence Guettet, l'émission touche à sa fin. Avant de nous quitter, si vous voulez bien, on va faire un petit vrai ou faux. Je donne des affirmations, vous allez voir, c'est très divers. Vous répondez d'un mot, le mot c'est soit vrai, soit faux. Toute vérité est bonne à dire, vrai ou faux? Plutôt vrai. Plutôt. J'ai déjà pas suivi la consigne. C'est pas la consigne. La France dégradée par Fitch, il va falloir revenir rapidement sous les 3% de déficit. Vrai ou faux? Faux. Vous parlez... Je peux expliquer quand même pourquoi je dis ça? Ouais. Cette dégradation des agences de notation, ça se fait au pari, à la confiance que peuvent avoir les marchés. Quand M. Bayrou vient de passer 3 semaines à dire partout que c'était la catastrophe économique en France, les marchés entendent ça. Moi, je dis que c'est sa responsabilité et que par ailleurs, il n'y a aucun problème pour la France pour se financer encore aujourd'hui. Donc, très cher.
Comment ? À très cher, mais c'est pas le vrai ou faux. Pour très cher, n'est-ce pas ? 3 acheteurs pour un titre de dette. Moins cher que les États-Unis d'Amérique. Bon, ça va, a priori, on peut encore le faire. Vous parlez régulièrement à une intelligence artificielle, vrai ou faux ? Ah, faux. Un élu devrait savoir qui est Arthur Mensch, le patron de Mistral AI, vrai ou faux ? Et évidemment, je pense à Éric Coquerel qui ne savait pas. Et vous saviez ? En l'occurrence, désormais, pour avoir préparé cette émission, oui, je le sais. Mais on sait tous ce qu'est Mistral IA et ce que cette entreprise propose. LFI menace de poursuite l'éditeur du livre Les complices du mal. Son auteur affirme révéler des liens entre certaines personnalités LFI et des projets islamistes. LFI qui veut empêcher la sortie de cet ouvrage, vrai ou faux ? C'est une fake news, non, malheureusement. C'est dommage que vous la repreniez à cette antenne. Parce Je que vous demande si c'est vrai ou faux. C'est faux. Parce que ce que nous avons demandé, c'est à pouvoir, en l'occurrence, consulter cet ouvrage via nos avocats, parce que on a quand même le pressentiment que ça va être un tissu de mensonges destiné uniquement à salir la France insoumise. Même si on en a l'habitude, ça reste désagréable. Et c'est normal de pouvoir consulter des ouvrages avant leur parution. Merci Clémence Guettet d'avoir répondu à nos questions politiques. Merci à la grande équipe de cette émission, l'équipe du son, l'équipe de la vidéo. Nous vous retrouvons pour un nouveau Question politique la semaine prochaine.